Aujourd'hui, nous allons examiner le dossier de SCP-3008, un objet classifié par la Fondation comme potentiellement dangereux. À première vue, c'est un magasin IKEA parfaitement banal. Mais à l'intérieur, l'espace semble s'étendre à l'infini et ceux qui s'y aventurent découvrent rapidement que les allées n'ont pas de fin. Comme toujours, les informations suivantes proviennent des archives internes de la Fondation, soigneusement consignées par le personnel. SCP-3008. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. La zone commerciale contenant SCP-3008 a été achetée par la Fondation et convertie en une installation désignée site censuré. Toutes les routes menant ou passant par le dit site ont été redirigées. L'entrée de SCP-3008 doit être placée sous une surveillance constante et personne ne doit pénétrer à l'intérieur du SCP-3008 en dehors des tests autorisés par les chercheurs seniors en charge de SCP-3008. Les êtres humains sortant de SCP-3008 doivent être placés en détention puis débriefés avant administration d'amnésique. En fonction de la durée de leur présence à l'intérieur de SCP-3008, l'élaboration d'un scénario de couverture peut être nécessaire avant leur libération. Toutes les autres entités sortant de SCP-3008 doivent être éliminées. Description. SCP-3008 est un large magasin ayant appartenu à la marque IKEA, une chaîne d'ameublement populaire. Une personne pénétrant à l'intérieur de SCP-3008 à travers l'entrée principale, puis se déplaçant jusqu'à n'en plus voir les portes, se trouvera transportée dans SCP-3008-1. Ce déplacement ne sera généralement pas remarqué par la victime, aucun changement n'ayant lieu de son point de vue. Généralement, les victimes ne réalisent l'existence de l'anomalie qu'au moment où elles tentent de retourner vers l'entrée. SCP-3008-1 est un espace ressemblant à l'intérieur d'un magasin de meubles IKEA, au volume bien plus important que celui qui pourrait être physiquement contenu au sein des dimensions extérieures du bâtiment. En gros, c'est un IKEA qui est infini. Les mesures actuelles indiquent une surface d'au moins 10 km², sans qu'aucune limite visible n'ait été détectée dans quelque direction que ce soit. L'utilisation de télémètres laser n'ayant pas donné de résultat, il n'est pas impossible que cet espace soit infini. SCP-3008-1 est habité par un nombre inconnu de civils piégés avant le confinement de l'objet. Les données collectées indiquent que ceux-ci ont créé une civilisation rudimentaire, incluant la construction de villages et de fortifications dans le but de se défendre contre SCP-3008-2. SCP-3008-2 désigne des entités humanoïdes présentes à l'intérieur de SCP-3008-1. Bien que possédant une ressemblance superficielle avec les êtres humains, celles-ci montrent des proportions corporelles exagérées et variables d'un individu à l'autre, étant souvent décrites comme trop grandes ou trop petites. Ces entités ne possèdent pas de visage et ont systématiquement été observées portant un haut jaune et un pantalon bleu qui ne diffèrent pas de l'uniforme des employés d'IKEA. SCP-3008-1 est rythmé par un cycle jour-nuit rudimentaire, déterminé par l'allumage des plafonniers qui s'effectue conformément aux heures d'ouverture et de fermeture du magasin original. Durant la nuit, les instances de SCP-3008-2 deviennent violentes envers toutes les formes de vie présentes à l'intérieur de SCP-3008-1. Au cours de ces attaques, les entités ont pu être entendues en train de vocaliser des phrases en anglais, consistant typiquement à des variations de « Le magasin est désormais fermé. Veuillez quitter le bâtiment. » Au moment où le jour commence, les instances de SCP-3008-2 deviennent instantanément passives. Au moment où le jour commence, les instances de SCP-3008-2 deviennent instantanément passives et commencent à se déplacer au sein de SCP-3008-1, visiblement de manière aléatoire. Dans cet état, elles ne répondent pas aux stimuli verbaux, mais réagissent violemment si elles sont attaquées. Au moins une sortie a été identifiée au sein de SCP-3008-1, bien que ces sorties ne semblent pas avoir d'emplacement fixe, ce qui rend difficile toute tentative de sortir de SCP-3008-1 une fois à l'intérieur. Utiliser toute autre porte que l'entrée principale ou percer les murs du bâtiment ne mène qu'à l'intérieur non anormal du magasin original. Depuis le début du confinement,
14 individus sont parvenus à s'échapper de SCP-3008-1. À la suite d'un débriefing extensif, tous ont été amnésiés puis relâchés. Notre premier incident. À minuit 37, d'une date inconnue, un homme est sorti de SCP-3008, suivi 10 secondes plus tard d'une instance de SCP-3008-2. Celle-ci est parvenue à capturer puis tuer l'homme avant d'être éliminé par le personnel de sécurité. Cet incident représente la seule occurrence d'une instance de SCP-3008-2 sortant de SCP-3008. Une autopsie complète du cadavre fut réalisée. Voir le rapport d'autopsie SCP-3008-2 pour plus de détails. L'homme avait avec lui un journal de la marque IKEA, dans lequel il semble avoir documenté son séjour à l'intérieur de SCP-3008-1. Ce journal est retranscrit ci-dessous verbatim. Bon, j'écris ceci pour documenter ce qui doit être, je pense, mon soudain naufrage dans la folie. Je ne peux pas avoir un sens de l'orientation aussi mauvais, et pourtant, j'écris ceci après avoir été piégé dans un IKEA pendant 2 jours. Pendant tout ce temps, je n'ai pas croisé une seule personne. Au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. Faire du magasin un labyrinthe. Faire sortir tous les autres clients et voir combien de temps il me faut pour me perdre, puis tout le monde rigole un bon coup. J'ai compris que ce n'était pas le cas quand j'ai essayé de retourner sur mes pas. Tout avait changé, donc je me suis perdu. À la place de la sortie, il y avait des rangées et des rangées de bibliothèques. Donc je suis coincé dans un Ikea. On dirait le début d'une blague à la con. Les lumières se sont éteintes à 22 heures. J'ai failli faire une putain de crise cardiaque avec ce gros bruit électrique, ce gros thunk, puis l'obscurité totale. Le magasin est plein de lits, par contre, et mon portable a une lampe torche. Pas de foutu signal. Donc je suis allé me coucher et j'ai dormi. J'ai passé presque tout le jour suivant à chercher une sortie, mais sans succès. J'ai trouvé un restaurant qui servait les fameuses boulettes de viande, donc au moins, je mourrai pas de faim. C'est sûrement la punchline de cette blague. Elles étaient encore chaudes et mangeables, mais je n'ai vu personne qui aurait pu les avoir cuisinées. Je suis retourné au rayon des lits avant que les lumières ne s'éteignent, vu qu'il fait trop sombre pour chercher quand elles sont coupées. Il est maintenant 9h10 du matin. Les lumières se sont rallumées il y a un instant. Je suis sûr d'avoir fouillé partout autour de l'endroit par où je suis arrivé à présent, et la sortie n'est visiblement pas là. Du coup, je vais avancer dans une direction et croiser les doigts. Troisième jour de ma mystérieuse aventure de l'IKEA magique. Au cas où je n'étais pas encore sûr que cet endroit avait quelque chose de vraiment bizarre, je le suis maintenant. J'ai marché 3 heures en ligne, plus ou moins droite, avant de tomber sur l'échelle d'une de ces énormes étagères de la réserve. J'y suis monté pour tenter de me repérer, mais on dirait bien que cet endroit s'étend à l'infini. Comme cette scène du Roi Lion, sauf qu'on aurait remplacé l'herbe et les arbres par des étagères, des tables et des trucs du genre. J'ai quand même vu quelqu'un bouger pas trop loin, donc je suis allé voir. Au début, j'ai cru que c'était un membre du personnel, sans porter l'uniforme. Et peut-être que c'en était un, peut-être qu'ils n'ont pas de problème à employer des monstres de 2 mètres de haut avec de longs bras, des jambes courtes et pas de visage. Ce foutu truc m'a complètement ignoré, et vu qu'il n'avait ni yeux ni oreilles, je ne sais même pas s'il savait que j'étais là. J'ai pensé à le secouer ou faire un truc pour attirer son attention, mais ses mains étaient assez grosses pour éclater une pastèque, alors je me suis ravisé. Il n'a pas arrêté de marcher vers je ne sais où, et j'ai fini par le perdre de vue, donc j'ai décidé de continuer dans ma direction. Par contre, pas de lit moelleux pour moi ce soir. Il semblerait que je me trouve dans la section table ridiculement dure et pointue du magasin. Je suppose que je vais devoir me débrouiller avec quelques nappes empilées. La batterie de mon portable est tombée à plat pendant la journée aussi. Il n'y avait de toute façon aucun réseau, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un sacré filet de sécurité. Vous voyez ces dessins animés où un personnage passe la porte d'un couloir seulement pour atterrir dans le même couloir? Ouais, c'est ce que je ressens. Je n'ai rien vu d'autre que la même bibliothèque durant 2 jours d'affilée. Rangée après rangée après rangée. Merde, quoi. J'aime les livres comme tout le monde, mais c'est un petit peu excessif, là.
Mais je continue à marcher tout droit. Évidemment, je peux voir les panneaux qui pendent du plafond passer les uns après les autres. Dommage qu'aucun ne dise sortie. Je ne sais pas à qui j'adresserais cette situation. Disons que ce n'était que de l'entraînement pour l'autobiographie que j'écrirai quand je sortirai d'ici. Ça s'appellera Ma sortie tout à fait normale d'un bon vieil Ikea ordinaire. Il y a ici une partie du journal qui a été partiellement effacée. Il est écrit si je sors un jour dit. Ça y est, j'ai trouvé d'autres personnes. Et oui, il s'avère que je ne suis pas le seul pauvre diable coincé ici. Tant mieux pour moi, je suppose. Ma sixième nuit ici, deux de ces trucs du personnel sont venus vers moi dans le noir. Différents de celui que j'avais déjà vu, mais quand même déformés. Je les ai entendus s'approcher en disant que le magasin était fermé et que je devais partir, très poliment et tout. Je sais pas ce qui était le plus bizarre. Le fait qu'ils n'avaient pas de bouche ou qu'ils essayaient apparemment de me tuer en disant ça. Ils se sont jetés sur moi comme des chiens enragés. Donc je me suis barré. J'ai sprinté à travers l'IKEA, dans le noir comme un taré. Je l'ai vu en dépassant une autre de ces étagères géantes, illuminées par des torches et des projecteurs. Ils ont construit toute une ville ici. Ils ont un énorme rempart fait d'étagères, de lits, de tables et de trucs du genre. Je jure que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Du coup, je suppose qu'ils m'ont vu arriver ou qu'ils ont entendu mes cris, parce que la porte était ouverte avec deux personnes qui me faisaient signe. J'ai entendu les membres du personnel frapper contre la porte une fois fermée, tout en informant poliment que le magasin était désormais fermé. Ils ont fini par partir. Ils appellent la ville Échange parce que c'est ce qui est écrit sur le panneau qui pend du plafond juste au-dessus. Échange et retour. Tout illuminé au milieu de la nuit grâce à des lumières qu'ils ont trouvées raccordées au réseau électrique. Il y a des lits, la nourriture, des gens. Plus de 50 merveilleuses personnes avec des membres de la bonne taille et des visages au complet. J'en suis à ma septième nuit ici et la première que je ne passe pas dans le noir total. Une semaine entière à vivre dans un Ikea. Une série là-dessus doit bien exister quelque part. Maintenant qu'il y a d'autres personnes autour de moi, je commence à me sentir un peu plus normal. Bon, peut-être que normal n'est pas vraiment le bon mot, mais après une semaine passée en la seule compagnie du bruit de mes propres pas, je commençais à être persuadé que j'étais devenu fou. Que j'étais ligoté quelque part dans une cellule capitonnée à me taper la tête contre les murs. Mais non, je me sens très sain d'esprit maintenant. Merci beaucoup. Apparemment, il y a d'autres villes ici. Certaines plus peuplées, d'autres moins. J'ai trouvé ça assez ahurissant. Comment autant de gens peuvent-ils disparaître sans que personne ne le remarque? Donc quelqu'un doit bien s'être rendu compte que tous les gens se rendant à Ikea semblent s'évaporer, ou peut-être que ce n'est pas tout le monde. Peut-être que nous sommes les heureux élus. Les gens ici appellent simplement les monstres du personnel le staff. Apparemment, ils restent tranquilles le jour, s'occupent de leurs affaires en déambulant dans les allées, mais dès que la lumière s'éteint, ils pètent complètement les plombs. Donc, pendant la journée, les gens sortent pour trouver de la nourriture, de l'eau et tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Les autres disent qu'il y a des restaurants et des boutiques aux alentours qui sont régulièrement approvisionnés. Personne ne sait comment. Peut-être que le staff s'en charge. Mais ils n'ont pas l'air de très bien faire leur boulot parce que le réapprovisionnement prend parfois du temps, ce qui oblige à rationner la nourriture. S'ils n'étaient pas aussi occupés à courir après des gens la nuit, peut-être qu'ils seraient plus efficaces. En tout cas, quand la nuit tombe, le staff devient fou et tout le monde reste derrière les murs. Apparemment, cet endroit est partout pareil, quoique cet endroit puisse être. Lure Ikea, d'où tous les autres Ikea sont nés. Ou peut-être nous sommes encore tous à l'intérieur de l'Ikea d'origine et que tout ça n'est qu'une hallucination causée par un ennui débilitant. Qui sait? Je suis là depuis 10 jours maintenant. La plupart des gens à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils avaient arrêté de compter depuis un certain temps. Et un gars, Chris, a dit qu'il était ici depuis des années. Des années. Dans cette partie-ci du journal,
On trouve des gribouillis illisibles. Il y a des rumeurs sur des gens qui auraient réussi à sortir, et d'autres qui auraient vu la sortie juste avant de la voir s'évaporer devant leurs yeux. J'ai l'impression que tout le monde n'y croit pas, mais moi si. Ça expliquerait comment on s'est retrouvé coincé ici d'une certaine manière. Et je veux dire, c'est bon quoi. Des monstres du staff, des rangées et des rangées infinies de mobilier suédois de haute qualité. Je vois pas pourquoi ils ont tant de mal à croire à une porte qui disparaît. Du coup, je suis sorti pour aller chercher de la nourriture avec Sandra et Jerry aujourd'hui. Une fois les différents points de repère en tête, cela devient assez facile de se diriger. Les panneaux en hauteur aident beaucoup, mais il y a d'autres repères. Pas si loin que ça, pas si loin que ça, un grand nombre de ces étagères géantes se sont effondrées l'une contre l'autre, et plus loin, à l'est, on part tous du principe que c'est à l'est en tout cas, Ikea ne vend pas de boussole malheureusement, il y a une sorte de tour en bois qui monte jusqu'au plafond. Peut-être ont-ils essayé de s'échapper par le toit. C'est illuminé la nuit, donc des gens doivent bien y vivre, mais c'est apparemment à plusieurs jours de marche, ce qui veut dire que cela doit être à des kilomètres. Donc personne ici n'en est vraiment sûr. Apparemment, j'ai été extrêmement chanceux de dormir à l'extérieur sans me faire étriper par le staff. C'est tout moi, ça. Chanceux, chanceux, chanceux. On a trouvé un peu de nourriture dans la boutique. Je suppose que le staff l'a restocké pendant la nuit, ce qui est aimable de leur part. Il y avait un téléphone sur le mur, donc j'ai essayé de décrocher. Il y avait une voix à l'autre bout du fil, mais elle ne disait rien de sensé. Des mots aléatoires collés ensemble sans aucune cohérence. Vous avez déjà vu une vidéo de quelqu'un atteint d'aphasie? C'était un peu dans ce genre-là. Ça ne m'a pas répondu quand je lui ai parlé de toute façon. Sandra dit que tous les téléphones sont comme ça. Mince. Encore une question adressée à personne. Je me demandais la nuit dernière, le plafond de cet endroit est assez haut et, pour ce qu'on peut en voir, ça a l'air de s'étendre à l'infini. Ne devrait-il pas y avoir une sorte de climat là-dedans? Je suis sûr déjà d'avoir lu un truc sur un bâtiment de la NASA tellement grand qu'il avait sa propre météo avec des nuages et tout. Bon, cet endroit est définitivement plus grand que ça, mais maintenant que j'y pense, je suis presque sûr de ne pas avoir ressenti le moindre changement de température ici. Je vais rajouter ça à la grande liste des conneries cheloues. Le staff a attaqué Échange la nuit dernière. Il devait y en avoir entre 20 et 30, nous demandant calmement de quitter le magasin tout en essayant d'enfoncer les murs à main nue. Apparemment, ce genre de choses arrive assez régulièrement, donc tout le monde y est préparé. Des couteaux du restaurant, des lames de tondeuse à gazon transformées en machettes, une hache d'incendie. Un gars, Wassim, a même fabriqué une arbalète totalement fonctionnelle. Je n'avais pas remarqué avant, mais les murs ont des trous faits spécialement pour qu'on puisse frapper le staff quand ils attaquent. J'en ai moi-même mis au tapis quelques-uns. Ils n'ont pas l'air de saigner, ce qui est assez bizarre, mais ils meurent aussi facilement que des personnes normales dès qu'on commence à leur planter des trucs dedans. Il a fallu déplacer les corps au matin. Apparemment, les corps de ceux qui sont morts en attirent encore plus pendant la nuit, donc il a fallu les éloigner d'échange. On a quelques-uns de ces chariots qu'on utilise pour déplacer les grosses boîtes, donc on a chargé les corps dessus pour les amener au pick-up point. Les gens ont l'air de nommer les endroits en fonction des panneaux qui pendent au-dessus. Le pick-up point était assez glauque. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de membres du staff morts et empilés les uns sur les autres. Dieu merci, il n'y avait pas d'odeur. Apparemment, en plus de ne pas saigner, ces trucs ne pourrissent pas non plus. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en examiner un des plus abîmés pendant que l'on déchargeait. Ils sont faits entièrement de peau, ou de quelque chose qui ressemble à de la peau, sur toute la profondeur. Ni muscles, ni os, ni organes. Sont-ils vraiment vivants à la base? Ils n'ont pas l'air de manquer d'os quand ils se déplacent ou qu'ils frappent contre les murs. Et je suis sûr d'avoir ressenti plus d'une résistance que celle de la peau en les poignardant. Peut-être qu'il leur arrive quelque chose quand ils meurent. C'est un truc de plus sur la liste toujours croissante des conneries cheloues qui se passent ici, je suppose. L'attaque du staff l'autre nuit m'a fait penser à un truc.
À chaque fois qu'on voit une situation comme celle-ci à la télé ou dans un film, genre pendant la fin du monde ou avec des gens coincés sur une île, ou je sais quoi, là, dès que des groupes comme le nôtre commencent à se former, les gens ont l'air de toujours se retourner les uns contre les autres, à se battre pour de la nourriture, du pouvoir ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Apparemment, les gens des autres villes viennent ici de temps en temps juste pour dire bonjour ou parfois échanger des choses s'ils ont une pénurie, mais tout est toujours cordial, amical même. Peut-être est-ce la menace du staff, ou peut-être que le réapprovisionnement constant des boutiques fait qu'il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles se battre. Ou peut-être que les gens sont tout simplement meilleurs que ce que l'on entend généralement. C'est une pensée plutôt agréable. Je crois que je vais rester là-dessus. Une dizaine de personnes est arrivée cet après-midi, venant d'une ville appelée Chariot. Apparemment, le staff a défoncé leurs murs et a massacré la ville pendant la nuit. Ces 12-là sont les seuls survivants sur une centaine d'habitants. On les a laissés entrer, évidemment. Un point de plus pour la dignité humaine. Un peu plus tard, j'ai demandé si quelqu'un savait combien de villes existaient ici. Entre nous, les nouveaux arrivants, on a réussi à rassembler plus de 20 noms différents. 20 villes remplies de gens, et qui sait combien il peut y en avoir plus loin. La devise de cet endroit devrait être: comment est-ce possible? Il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui recherche des milliers de personnes qui doivent se trouver ici. Je suis ici depuis un petit peu plus de 2 mois maintenant. Pas beaucoup de changements. Une poignée de nouvelles personnes ont rejoint la ville, même histoire que nous tous. Petite sortie sympa à Ikea et d'un seul coup, ils se retrouvent piégés dans la maison des salauds sans visage de l'étagère Billy. Le staff attaque et change 1 ou 2 fois par semaine. On les tue puis déplace leur corps. Parfois ils blessent l'un de nous en premier. Ils ont tué un gars nommé Jared il y a quelques semaines. C'était horrible, honnêtement. Il s'avère que les humains ordinaires saignent normalement ici, même si ce n'est pas le cas du staff. On a fait de notre mieux, mais aucun de nous n'est docteur. Jared était un gars bien. Il méritait mieux. On mérite tous mieux. Je me suis rendu compte quelques jours après ça qu'aucun de nous ne cherchait vraiment à sortir d'ici. Je ne sais même pas par où on commencerait. Un de ces quadcoptères armés d'une caméra a survolé Échange aujourd'hui. J'ai cru que cela signifiait que quelqu'un était finalement à notre recherche, que de l'aide allait arriver. Mais apparemment, c'est pas la première fois que cela arrive. La même chose s'est produite il y a quelques mois et nous sommes encore tous coincés ici. Je n'ai aucune idée de s'il nous a vus. Même si c'était le cas, il ne s'est pas arrêté. Il a continué de voler jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le voir. Note. D'après la date de récupération du journal, cette entrée semblerait correspondre à notre premier envoi de drone réussi dans SCP-3008. L'analyse vidéo montre un village placé sous un panneau indiquant échange et retour. Les tentatives de localiser à nouveau le village ont échoué. L'origine des drones aperçus précédemment à notre test reste inconnue. J'ai commencé à demander aux gens ce qui leur manquait le plus pendant le dîner. Probablement pas la meilleure idée que j'ai pu avoir. Ça a l'air d'avoir déprimé tout le monde. Quelques personnes ici ont une famille, un mari ou une épouse, des enfants, des chiens. Franklin aurait un lama comme animal de compagnie, mais je ne sais pas si je dois le croire. Mais bizarrement, certaines personnes ici ont l'air d'avoir ce sérieux trou de mémoire. 3 d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de la Station spatiale internationale. 2 avaient l'air de penser que... Ici, les mots sont censurés. 2 avaient l'air de penser que quelqu'un, les mots censurés, était premier ministre. Et un n'avait visiblement jamais entendu parler de la Statue de la Liberté. Je les crois, eux aussi. Ils ont l'air tout aussi confus que nous tous. Plus j'y pense, et plus ça a l'air d'expliquer quelques trucs. Et si la raison pour laquelle personne ne s'était mis à la recherche de tous les gens coincés ici était que nous ne venons pas tous du même endroit? Ça va paraître bizarre. Finalement, c'est sûrement ça la vraie devise de cet endroit. Mais
Et si les gens d'ici provenaient tous de différentes dimensions, réalités? Bon, peu importe le nom, j'ai vu suffisamment de séries pour comprendre le truc. Sarah vient d'un endroit où il n'y a pas de statue de la liberté. La station spatiale internationale n'a pas été mise en orbite là d'où vient Wassim. Si tout le monde ici venait d'endroits différents, même s'ils sont quasiment identiques, il n'y aurait pas de panique suite aux disparitions. Pas de grande enquête. Nous ne serions qu'une goutte d'eau, une seule personne disparue dans un océan d'informations. Bon, c'était marrant à imaginer. Je viens seulement de réaliser qu'hier était l'anniversaire de mes 6 mois passés ici. Je me demande si Ikea vend des chapeaux d'anniversaire. La routine ne change pas beaucoup ici. De nouvelles personnes nous rejoignent à peu près tous les 15 jours. La quantité de vivres monte et descend à son rythme, mais nous n'avons jamais vraiment eu de pénurie. De temps en temps, on a un visiteur qui vient des villes alentours. Généralement, Caisse ou Allée 360. On vérifie que tout aille bien, on échange des trucs. Parfois, si une ville se trouve à court de quelque chose. C'est rassurant, d'une certaine manière. Ça nous fait un rappel que nous ne sommes pas seuls là-dedans. Quelques lueurs de civilisation. Parfois, ils apportent du matériel médical. Apparemment, il y a une pharmacie à quelques villes de Caisse qui est régulièrement approvisionnée, donc ils partagent ce qu'ils peuvent. Je n'avais jamais entendu parler d'un IKEA avec une pharmacie, mais au point où on est, je serais pas surpris de trouver un laboratoire de récolte d'organes IKEA. Ça expliquerait au moins le staff. En parlant de nos geôliers sans visage, leurs attaques ont empiré ces derniers temps. 3 ou 4 fois par semaine, maintenant avec 2 fois plus de membres du staff. Aucune idée d'où ils viennent ou de pourquoi leurs attaques se sont intensifiées. On a essayé de suivre l'un d'entre eux pendant la journée, Sarah et moi, pour voir s'ils se retrouvaient dans une salle réservée au personnel ou je sais quoi. Ils n'avaient pas l'air de se diriger quelque part, mais plutôt de marcher aléatoirement entre des allées. Il a fallu qu'on fasse demi-tour avant de pouvoir trouver quoi que ce soit. On a renforcé les murs et essayé de mieux s'armer. On ne risque pas de manquer de matériel, en tout cas. Voici m'a fabriqué plus d'arbalètes, mais c'est assez long à faire. Dommage qu'IKEA ne vende pas d'armes à feu. Ici, on a une note. Aucun individu supplémentaire n'est entré dans SCP-3008 depuis le site durant la période indiquée par cette entrée. Les attaques deviennent vraiment sérieuses maintenant. Presque toutes les nuits avec tellement de membres du staff que leur corps s'empile suffisamment haut pour permettre aux autres d'escalader les murs. Je pense que là, on a un vrai problème, là. Échange est... Je crois que c'en est fini d'échange. On a été frappé assez salement la nuit dernière. Pas beaucoup de victimes, mais le mur est détruit. On a finalement compris pourquoi les attaques avaient empiré. Il y avait un bout de membre du staff dans une boîte de vivres. Aucune idée de comment il s'est retrouvé là, mais apparemment, un bout les attire autant qu'un corps entier. Il est trop tard de toute façon, il y a trop de corps à déplacer pour avoir le temps de réparer le mur. Candace a convoqué une réunion. Je suppose qu'on parlera d'abandonner, échange. Peut-être de tenter de trouver un refuge à Caisse. Mais il commence à se faire tard. Je pense pas qu'on aura le temps d'y arriver. Peut-être que certains y arriveront. Je me suis bien débrouillé dans le noir pendant ma première semaine, après tout. Mais combien de temps je peux continuer à avoir de la chance? J'écris seulement ceci pour donner une fin, je suppose. Pour moi ou pour quiconque qui trouvera ceci. Si cette entrée est la dernière, j'espère que qui que ce soit qui lit ce journal la fasse sortir d'ici. Ma plus grande peur, que si je meurs cette nuit, je me réveille à nouveau dans cet endroit. Et ici, nous avons notre dernière note. Fin du journal. Il est supposé qu'en tentant d'atteindre le village nommé Caisse, l'auteur a été séparé du reste de son groupe par une entité de SCP-3008-2, le poursuivant, puis a trouvé la sortie par hasard. Et c'est ainsi que se termine la dernière entrée du dossier de SCP-3008. Un magasin banal à l'extérieur, infini à l'intérieur, où des milliers de survivants tentent chaque jour de retrouver la sortie. Les employés, à la fois polis et menaçants, parcourent les allées sans fin et les logs de la Fondation ne révèlent que partiellement les secrets de cet espace impossible.
SCP-3008 reste l'un des phénomènes les plus étranges et inquiétants recensés par la Fondation. Et bien que certains aient pu en sortir, beaucoup d'autres continuent de marcher dans ces allées sans fin, perdus dans un IKEA qui défie la réalité.